Aucun grenier ne fut plus animé en cette grise et sombre soirée d'hiver que celui de la famille Lebrun. Et pourtant, toute cette vie ne provenait que d'une jeune enfant. Pour assister au spectacle, la seule invitation nécessaire était de pouvoir partager son imagination fulgurante. Ce soir, Ella était à la fois aventurière et archéologue. Et ce grenier, un tombeau antique où les pièges et trésors se confondaient, invisibles au regard non initié. Coiffée d'une casquette de capitaine poussiéreuse qui appartenait à son grand-père, Ella repoussait n'importe quelle puissance maléfique avec sa fidèle canne épée qu'elle avait baptisée Lancette et qui l'accompagnait durant toutes ses prestations fantastiques. C'est ainsi que, au-delà de ce grenier désordonné, quelque part à la frontière du réel, gisait un charnier de serpents venimeux plus grand qu'un adulte, de chauves-souris enragées, sorties de la cape d'un inquiétant monsieur au costard noir anthracite et à la peau aussi pâle que la lune. Cela peut paraître surprenant, mais dans ce carnage, pas d'araignée velue et démesurément grande. Ella aimait beaucoup trop ces bestioles pour pouvoir se les imaginer en obstacle à terrasser durant ses aventures épiques. L'aventurière venait tout juste de terrasser 2 scorpions géants qui gardaient avec fureur et ténacité une massive et mystérieuse armoire. Il suffisait de jeter un œil au mystérieux symbole au centre, gravé en relief d'argent et d'or, pour comprendre que derrière cette armoire se trouvait certainement le trésor, la clé de son aventure. Prise dans l'euphorie de son imagination, notre aventurière ne savait pas encore quelle forme prendrait cette récompense. Elle était très loin de se douter que derrière cette armoire se trouvait non pas un précieux artefact qui ferait la richesse et la notoriété de son personnage, mais un résidu d'horreur maudite qui n'aurait jamais dû être dévoilé. Cependant, elle avait sous-estimé sa force réelle d'enfant et dû s'y prendre à 3 fois pour déplacer le lourd mobilier. Après avoir repris ses forces une dernière fois en s'abreuvant dans sa fidèle gourde de mélange dont elle seule avait le secret, elle poussa suffisamment l'armoire dans un ultime effort pour dévoiler son secret. Mais ce secret était bien loin d'un trésor. C'était un réel cauchemar qu'Ella avait inconsciemment libéré. À sa vue, toute la frénésie euphorique apportée par son imagination sombra instantanément en terreur bien réelle. Accroché au mur par 4 pattes de plastique rouge, se tenait un sémillant, dont l'unique et cruel œil avait déjà choisi sa nouvelle proie. Elle était désormais captive de cet épouvantable geôlier. Les sémillants étaient des jouets pour enfants commercialisés durant la génération de son grand-père, il y a de cela une 30aine d'années. L'entreprise qui les produisait était connue pour ses créations empreintes d'une magie toujours inexpliquée à ce jour. Elle faisait tout naturellement l'objet d'une profonde convoitise parmi les plus jeunes, tant elle fascinait par leur rupture avec la monotonie et la rigidité du monde réel. C'était de véritables portails vers un monde magique, des offrandes à tous les enfants avides d'imaginaire. Les sémillants, ces petites créatures de plastique aux couleurs vives, qui pouvaient s'accrocher à toutes les surfaces grâce à leurs puissantes ventouses, avaient été conçus par une magie bien plus noire. C'était un autre portail qui avait été ouvert pour les imprégner d'un pouvoir interdit. Quiconque lâchait le regard de leur œil se voyait instantanément pétrifié à jamais, en statue de bois. Durant les semaines qui suivirent la mise en vente des sémillants, des milliers de familles furent condamnées. On trouve aujourd'hui plusieurs cimetières spécialement érigés pour ces galeries de statues de damnés. Certains ont préféré conserver leurs pertes chez eux, là où elles ont grandi, et partager leurs meilleurs souvenirs. C'est le cas du grand-père d'Ella, qui siège désormais à l'ombre d'un érable en plein centre du jardin de la maison. Ella connaissait bien l'histoire de ces quadrupèdes maudits, transmise par sa mère depuis son plus jeune âge. La seule manière connue pour s'en débarrasser était de les noyer, en tâchant de ne jamais les lâcher du regard durant la procédure. Ainsi, le contact visuel se dégradait suffisamment progressivement
pour que l'étreinte puisse se rompre et la malédiction disparaître avec le sémillant. Cependant, cette nouvelle aventure, bien réelle, la jeune fille ne pouvait la mener seule. Aussi, après avoir repris ses esprits, elle cria sa mère à l'aide, avec une puissance qui débordait de détresse. Sibylle, la maman d'Ella, était plongée dans la lecture d'un livre de cuisine gastronomique sur le thème des légumes crucifères. Elle voulait renouveler le menu de son café associatif en mettant en avant les mal aimés des plus petits, tels que le chou de Bruxelles ou encore les brocolis. Le cri d'Ella transperça les murs et vint briser la bulle d'attention de Sibylle, qui lâcha instantanément son livre, comme si elle avait traduit en toute limpidité la cause de sa plainte. Elle se pressa à sa rescousse, s'imaginant, sans pouvoir la nommer, une menace existentielle. Moins d'1 minute plus tard, elle émergeait sa tête des escaliers du grenier. Dès lors, tout s'enchaîna extrêmement vite. Sibylle repéra Ella au fond du grenier, accolée à l'armoire massive, puis son regard fut instinctivement attiré par le rouge vif du sémillant. C'est ainsi qu'elle se chargea de ce terrible fardeau pour libérer sa fille. En fait, elle savait déjà ce qu'elle avait à faire, et elle avait besoin de l'aide d'Ella, en toute autonomie de ses sens. Sibylle décolla délicatement et solennellement le sémillant, tout en bloquant son regard, comme dans une posture de défi, de duel. Elle annonça alors, de ce ton grave et sérieux propre aux adultes, qui impose l'attention. Pars devant, nous allons à l'étang. Veille à ce que mon chemin soit le plus dégagé possible. Et surtout, veille à ce que nous ne manquions jamais de lumière. Sans tarder, Ella balaya le sol de tout le décor de son aventure avortée, ce qui permit à Sibylle d'atteindre sans danger la trappe du grenier. La descente fut plus technique, car elle devait se mouvoir à une main. Sa fille se révéla une acolyte précieuse, et la manœuvre se déroula comme si la vision bridée de la mère fut relayée à la voix de sa fille. Cette synergie naturelle leur permirent de se déplacer sans trop d'encombre dans les différents couloirs de la maison qu'Ella avait pris le soin d'allumer en avance. Toutefois, l'une comme l'autre savait l'importance de la maîtrise totale de chaque instant de leur mission, car le moindre obstacle non anticipé pouvait signifier la perte de la mère. Et Ella n'osait entrevoir la perspective de continuer seule avec le sémillant. Elles arrivèrent en peu de temps au palier de la maison. Dehors, le soleil était déjà tombé depuis presque 1 heure et la lune était faible. Heureusement, Ella savait où trouver une lampe torche. Elle courra la récupérer dans la petite remise accolée au garage, puis éclaira le sentier de gravier menant à l'étang, en prenant soin de ne jamais quitter le terrible visage du sémillant du faisceau de lumière. Elle se déplaçait ainsi en toute synchronicité, dans une fluidité lente et contrôlée. Leur procession silencieuse traversa la vaste pelouse, dans une sérénité apparente, pour arriver au pied de la pente douce qui menait au point d'eau salvateur. Tout s'était déroulé sans accroc. Aussi, Sibylle et Ella étaient presque détendues et légèrement euphoriques à l'idée de sortir de leur tribulation très prochainement. Soudain, le pied de Sibylle se heurta à une roche cachée par une touffe mal éclairée. Un cri de surprise horrifié s'échappa des ténèbres de la nuit, tandis que ses jambes tentèrent de se rattraper à un terrain à la planitude incertaine. Miraculeusement, durant tout cet instant d'incertitude macabre, la lumière d'Ella ne lâcha à aucun moment le sémillant de son halo, de même que les yeux de Sibylle, qui s'était alors habituée à la voix de sa fille, comme extension de sa vue. Sauvées par cette complicité maternelle, Sibylle et Ella auraient tant souhaité échanger un regard pour confirmer et célébrer cette magnifique union. Elles résistèrent sans effort à la tentation, car elles savaient que ce désir allait être exaucé bien vite désormais. L'étang était là, à quelques mètres seulement. Ella accompagna sa mère jusqu'à un bord de la berge de sable qui leur faisait face. Sibylle s'accroupit tout en douceur et plongea sans attente, mais tout aussi lentement, le sémillant.
Alors débuta la cérémonie de sa disparition. Seconde après seconde, la clarté de son unique œil se fondit et s'obscurcit de manière imperceptible, pendant un temps qui semblait une éternité, mais une éternité nécessaire, jusqu'à ce que Sibylle soit résolument sûre de ne plus distinguer qu'une eau sombre et calme. Elle resta là, les bras plongés dans l'eau froide, libérée du sémillant, pendant une longue minute, avant d'oser tourner le regard vers sa fille. Elles s'étreignirent, en pleurs, comme deux amis injustement séparés par la vie depuis bien trop longtemps, puis reprirent le chemin de la maison, main dans la main. En chemin, elles s'arrêtèrent devant la statue de bois de chêne du grand-père d'Ella qui trônait sous un grand érable rougeoyant, au centre d'un cercle de tulipes. Bien que définitivement figé, il avait toujours semblé à Ella que ses yeux trahissaient un mouvement perpétuel, comme s'il cherchait du regard une sortie, un échappatoire. Cependant, en cet instant, son regard semblait plus apaisé, comme s'il s'était libéré d'un fardeau, d'une crainte cachée, enfin résolue.